Bonjour, bonsoir mes chers amis. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Alors on s'était arrêté la dernière fois à ce que Steiner appelle l'expérience pratique. Et l'expérience pratique est constituée des représentations qui deviennent des mobiles donc une force propulsive de l'action, par le fait que nous ne cessons au cours de notre vie que de rattacher des buts d'action à des perceptions et que ces perceptions se répètent sous une forme plus ou moins inchangée. On a parlé du tact, du goût moral. L'expérience pratique dont je viens de parler se font peu à peu dans ce que nous avons nommé le tact. Vous avez déjà remarqué que lorsque le téléphone sonne dans une pièce, on décroche le cornet, ou si c'est un GSM, on prend son GSM, et qu'est-ce qu'on fait? On dit « Allô ?» Voilà typiquement un exemple d'une action qui s'est répétée un nombre incalculable de fois dans notre vie et qu'on répète nous-mêmes. Elle s'est fondue dans le tact, dans le goût moral. C'est incroyable. Téléphone sonne, on décroche. Allô? Bien. Alors avant de continuer, pour passer au stade 4 de l'action, qui est la pensée purement conceptuelle, sans aucun rapport avec un contenu de perception, je vais d'abord rappeler la différence entre un concept et une représentation. Si vous vous souvenez bien, une représentation se situe, prend sa source d'un côté dans le monde des perceptions, dans le monde des apparences. Et le monde des perceptions, ce n'est pas seulement la pomme ou l'arbre ou le ciel ou le vent, ça peut être une hallucination, un sentiment, etc., etc. Le monde des perceptions. Et de l'autre côté, la représentation prend naissance au contact du concept. Et le concept, lui, est de nature, disons, universelle. Donc, dans l'expérience pratique, ce sont des représentations qui deviennent des mobiles de nos actions. On les a répétées, on les a vues faire, on se souvient d'eux et on répète ces actions, car on les a vues s'accomplir un nombre incalculable de fois. À tel point, je le répète, que certaines images typiques d'action, on peut sauter au-dessus, oublier toute réflexion et les exécuter d'une façon immédiate. J'ai donné l'exemple de changement de roue d'une voiture. Une fois qu'on l'a fait et qu'on l'a refait 2-3 fois, à la 4e fois, on l'exécute sans même réfléchir. Passons maintenant au stade 4 de l'action humaine. Donc le stade supérieur de la vie individuelle, c'est la pensée purement conceptuelle, sans rapport avec aucun contenu de perception. Nous déterminons alors le contenu d'un concept par une intuition pure, nous le tirons entièrement de la sphère des idées.
Attention, si on détermine notre action à partir d'une représentation, en dernière analyse, c'est la perception qui nous détermine. C'est pour ça que je vous ai rappelé ce que c'est qu'une représentation. Mais lorsqu'on agit sous l'influence d'une intuition, notre mobile, c'est la pensée pure. À ce moment-là, on ne peut plus parler de caractériologie, de notre caractère, de nos aptitudes caractéristiques, car ici on dépasse l'individuel, on entre dans la sphère des idées, et cette sphère des idées est commune à tous. Elle est relative au monde des intuitions. Et c'est dans ce contexte qu'il est temps maintenant de parler tout d'abord de la conduite morale. Et les motifs de la conduite morale sont des représentations et des concepts. Avant ça, on a parlé de l'expérience pratique, l'exemple du pneu, le téléphone, etc., le tact. Ici, on va parler de la conduite morale. Et au niveau de la conduite morale, les motifs sont des représentations ou les concepts. J'espère que vous saisissez la progression qui est occupée à se faire. On est passé des instincts, des pulsions, et on remonte vers l'expérience pratique, avec des actes innombrables qui forment notre expérience au cours de notre vie. Et ici, on arrive à la conduite morale. Et les motifs de la conduite morale sont des représentations et des concepts. Étudions d'abord la représentation comme motif de la conduite morale. Juste un petit mot pour dire, vous avez vu, le cadre a changé. C'est parce que dans la maison, je ne suis pas seul. Il y a aussi un chat, il y a une compagne, et tout ça fait du bruit, tout ça bouge. Et j'ai été obligé de changer d'endroit pour trouver le calme nécessaire pour enregistrer les vidéos. Et vous remarquerez que je suis toujours en peignoir. Je suis probablement le seul, excusez-moi, à parler de la philosophie en peignoir à 9h du matin. Bien, alors, l'égoïsme, la représentation de son propre bien, ou même du bien d'autrui, est considéré à juste titre comme un motif du vouloir. Vouloir dans le cadre de la conduite morale. On cherche son bien-être personnel, ce qui est tout à fait légitime. On cherche plutôt le plaisir que le déplaisir. Et si on ne cherche pas directement son bien personnel, on cherche le bien de sa famille, de ses amis, en attendant en retour une satisfaction, un bien-être qui va se reporter sur nous-mêmes. Il y a une foule de nuances dans la morale égoïste. Et tout dépend de la personne, des circonstances, etc. Il ne faut pas prendre le mot égoïsme toujours dans le sens péjoratif du terme. Il faut commencer par être un égo pour ensuite devenir éventuellement un je. Certaines personnes, évidemment, cherchent leur bien-être personnel en passant sous la tête des autres, sans égard pour les autres. C'est aussi possible. Tout cela fait partie de la sphère de l'égoïsme qui naît de la représentation, et pas d'un concept, de la représentation de son propre bien-être. Passons à un second ordre de motifs, le contenu purement conceptuel des actions. Donc on n'est plus
dans une représentation. Ici, on est dans un concept. Et dans cette sphère conceptuelle, on peut découvrir des principes moraux qui peuvent être énoncés sous forme de règles abstraites sans que l'individu ne se préoccupe de connaître leur origine. Il sent simplement qu'il doit obéir, et on va placer là-dedans des choses que tout le monde connaît, le chef de famille, l'État, les mœurs et coutumes, le commandement de l'Église, la révélation divine, Dieu, etc., etc., Rudolf Steiner, enfin bref. Il y a un cas particulier de cette obéissance à un commandement qui n'est pas une autorité extérieure, mais qui est une autorité intérieure, qu'on appelle généralement la voix de la conscience. Et cette voix de la conscience, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est bien plus souvent, peut-être pas dans tous les cas, mais dans la grande majorité des cas, elle n'est que la voix des expériences passées de l'individu dans son enfance. C'est la résonance de la voix du Père qui dit « mange ton assiette, il faut que tu termines ce que tu as commencé, etc., etc. » Nous entendons alors une voix intérieure à laquelle nous devons obéir. Cette voix est appelée conscience. Maintenant, un progrès peut se faire à partir du moment où l'être humain, non content d'obéir à des commandements qu'il juge appropriés, ou une autorité religieuse ou philosophique ou quelle qu'elle soit, ou à la voix de sa conscience, il y a progrès lorsque l'homme commence à chercher à comprendre le pourquoi de ses actions et des causes de ses actions. Par ce progrès, il s'élève de la morale d'autorité à une morale basée sur la compréhension. L'homme va reconnaître lui-même quels sont les besoins de sa vie morale. Et ces besoins sont entre autres 1. Le plus grand bien possible de toute l'humanité, ce bien étant considéré comme un but en soi. 2. Le progrès de la civilisation, ou l'évolution morale de l'humanité vers une perfection toujours plus grande. 3. La réalisation de fins morales, individuelles et intuitivement données. Ça, c'est le point crucial. Mais étudions d'abord le point 1 et 2. Avec le plus grand bien possible de toute l'humanité, on entre dans la sphère de sauver Willy. Chacun se fait une idée de ce que représente le plus grand bien de l'humanité, comme chacun se fait une idée particulière de ce que peut être le bien-être d'une personne ou de soi-même. Et pour ce qui est de l'humanité, il faut bien reconnaître que c'est une notion qui peut être très très subjective, parce que si je demande à un socialiste de m'expliquer ce qu'est le plus grand bien de l'humanité, il va me donner une certaine définition. Si je demande à un écologiste, il va me donner une autre définition. Et si je demande à un pur capitaliste, il va me donner encore une troisième définition. Et chacune de ces définitions peut se baser sur des raisonnements plus ou moins valables. Tout dépend des points de vue où on se place. Il est évident que le bien-être de l'humanité pour un milliardaire ne sera pas le même que pour un SDF. Donc, le plus grand bien possible de l'humanité, voici ce que chacun peut concevoir à sa manière. Le progrès de la civilisation, comme disait mon grand-père,
On en a inventé bien des choses depuis quelques siècles, mais l'homme est toujours resté aussi méchant envers ses semblables. Tout cela n'aura servi à rien. Et il faut bien reconnaître qu'il faut laisser en arrière un certain nombre de choses qui étaient plutôt bonnes pour l'évolution de la civilisation. Et il n'y a pas vraiment à épiloguer là-dessus. Le progrès de la civilisation est une chose toute relative. Est-ce que le train est un progrès? Est-ce que la voiture est un progrès? Est-ce que le GSM est un progrès? C'est à chacun d'en décider. Car il faut bien remarquer que ces deux maximes, celle du plus grand bien comme celle du progrès de la civilisation, reposent sur une quoi? Représentation. Et une représentation, n'oublions pas, c'est un rapport qu'on établit entre des contenus d'idées morales et des expériences, des perceptions. Je le souligne tout simplement. Vous avez vu, j'ai mis un peu de lumière. À défaut de lumière intérieure, on y voit déjà plus clair. Chers amis, nous sommes arrivés maintenant à un point crucial. Je suis extrêmement heureux de vous en parler. C'est le moment tant attendu. Le principe le plus moral, le plus élevé qu'on puisse concevoir, c'est celui qui ne présuppose aucune relation avec le monde des perceptions. Celui qui jaillit à la source de la pure intuition et cherche ensuite seulement son rapport à la perception, à la vie. Ce qui signifie clairement, c'est que il est possible d'agir non pas à partir d'une représentation déjà formée ou d'un concept qu'on relie à une perception ou par rapport à un instinct ou par rapport. Il est possible d'agir à partir de ce qui est appelé ici une intuition pure. Alors pour vous donner une intuition, l'idée de ce que c'est qu'une intuition pure, je vais vous parler d'un architecte qui s'appelle Frank Lloyd. Et il lui est arrivé ceci. Tout le monde connaît Frank Lloyd. Tapez sur Internet, vous verrez. Un jour, il était dans un restaurant, comme il a sûrement dû être des centaines de fois dans un restaurant, et il voit un serveur qui porte un plateau sur ses 3 doigts. Et tout à coup, il a une idée. Il rentre chez lui et il commence à dessiner les plans d'un bâtiment qui représente en quelque sorte la façon dont le serveur de ce restaurant tenait le plateau sur ses doigts. Ce bâtiment, je vous le montre ici dans l'image qui défile au-dessus de vous, c'est un bâtiment très très connu. Et nous avons là l'exemple vraiment type de l'impulsion créatrice à partir d'une intuition pure, parce que cette perception n'existait pas dans le monde auparavant. Il n'a pas pu se baser sur quelque chose qu'il avait vu auparavant dans le monde. Il s'est laissé effleurer par le monde des perceptions. Et pourquoi ça, on ne le saura jamais. À un moment donné, jaillit du monde des intuitions, une intuition pure, l'idée de ce bâtiment. Et cette idée n'existait nulle part ailleurs. C'est un acte créatif pur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû se former une représentation de ce bâtiment. Et à partir de la représentation de ce bâtiment, il a fallu se donner les moyens techniques et pratiques de le réaliser, de l'incarner. Donc on est parti d'une intuition pure
il en a fait une représentation à l'intérieur de lui, une représentation qui n'avait pas de perception comme contenu. C'est la première fois. C'est une représentation entre guillemets pure. Alors qu'en général, une représentation est faite d'un concept et d'une perception. Il a dû se faire une représentation de ce bâtiment, ensuite se donner les moyens de le réaliser et enfin le réaliser, l'incarner, pour l'avoir devant lui à ce moment-là comme perception. En fait, c'est le phénomène totalement inverse de ce qui se passe habituellement. En général, dans la vie, on part d'une perception et puis on se fait une représentation et à partir de la représentation, on cherche à aller vers le concept. Ici, il est parti du royaume des intuitions pures. C'est un acte créatif. C'est un créateur. Et au moment où on accomplit ce genre d'acte, on a le sentiment, au plus profond de son être, qu'on est un être libre. Pourquoi est-ce que vous croyez que je fais ces vidéos? Je ne vais pas épiloguer là-dessus, je ne vais pas faire ma biographie ici. Mais à chaque moment, chaque matin, chaque fois que je veux faire une vidéo, je dois passer au-dessus du monde des perceptions. Car il y a 100 000 choses qui m'obligeraient à faire d'autres choses. Instinctivement, je ferai aussi d'autres choses. Dire que je fais ces vidéos par égoïsme, probablement, jusqu'à un certain point. Mais vous savez, ça disparaît très vite après 4-5 vidéos. On ne sait plus très bien pourquoi on agit. Et c'est pourquoi, avant chaque vidéo, il me faut, je vous le jure, au moins 1 heure pour plonger à l'intérieur de moi-même et me relier à la source de mon action. Et c'est tout humblement que je peux dire, par expérience, qu'il s'agit là d'un acte libre, à mon niveau. Et au moment où je commence et j'appuie sur le bouton enregistrement, je sens que je suis un homme libre. Je fais ce qu'il y a au plus profond de moi-même, que je n'ai jamais réalisé, et c'est ainsi que je suis devant vous. Donc nous sommes arrivés au point ultime où on commence à pressentir ce qu'est l'idée de la liberté. Il y a une phrase qui dit ceci: à l'heure de ta mort, l'homme que tu as été devra rendre des comptes à l'homme que tu aurais pu être. C'est une phrase qui donne à réfléchir. Alors pour terminer cette vidéo, je vais passer en revue quelques thèmes qu'on peut retrouver dans le livre jusqu'à la fin du chapitre, parce que c'est tellement riche, tellement foisonnant, que ça nous prendra encore des heures, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. On est arrivé au point ultime de l'action où on peut se sentir véritablement libre, quand intérieurement on arrive à se relier au monde des intuitions. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'une action libre est une action qui est faite par amour. C'est une action qu'on aime profondément. Et dans ce sens, l'amour, c'est la force motrice jaillissante du monde des intuitions. C'est même l'essence du monde des intuitions. C'est l'amour. En fait, le monde des intuitions nous est commun à tous. Mais selon nos vies, nos coutumes, notre éducation, etc., chacun d'entre nous va retirer de ce monde des intuitions les intuitions qui lui sont propres individuellement,
totalement individuellement. Mais comme elles ont une source commune dans le monde des intuitions pures, elles ne peuvent que relier les hommes. Des hommes véritablement libres ne peuvent pas se confronter les uns aux autres. Ils ne peuvent que s'accorder dans un même mouvement, même si les intuitions qu'ils retirent de leur monde intuitif sont différentes de l'un à l'autre. L'homme libre n'obéit à aucune contrainte, aucune. Ni la famille, ni les amis, ni la société, ni l'époque à laquelle on vit, ni la race, ni le peuple. Il recherche à l'intérieur de lui le monde intuitif. À un moment donné de notre vie, chacun d'entre nous a le choix de prendre sa vie en main, non pas tant sa vie extérieure, mais avant tout sa vie intérieure. C'est une sorte de moment de grâce où on peut choisir d'être créateur de sa vie, de son propre jardin intérieur. On devient son propre jardinier. Et ça, on ne peut le faire qu'en dépit des conventions de toutes sortes ou de tout autre commandement, ni Dieu ni maître en quelque sorte. Toute action basée sur l'élément idéal de l'être est ressentie comme étant une action libre. L'homme est libre dans la mesure où il est capable de n'obéir qu'à lui-même, à chaque instant de sa vie. Plus facile à dire qu'à réaliser. L'action née de la liberté n'exclut pas les lois morales, mais les inclut au contraire. L'homme libre peut se glisser dans tous les milieux, en toutes circonstances. Il va trouver à chaque cas particulier dans son monde d'intuition la réponse à ce qui se présente à lui. Mais il le fait librement, avec tact, quand il le faut. La maxime fondamentale de l'homme libre, c'est agir par amour de l'action et laisser agir par la compréhension des vouloirs étrangers. Il ne connaît pas d'autre « tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. » que la nature même des actions intuitivement conçues et voulues. Et la manière dont un homme libre se comporte à tel ou tel moment ou dans telle ou telle circonstance ne dépend que de son propre pouvoir idéal. L'homme libre n'exige pas l'approbation des autres, mais il l'attend parce qu'elle est conforme à la nature humaine. Un autre exemple d'homme libre, Nelson Mandela. Je pense qu'il a passé 17 ans ou 20 ans dans une prison de 2 mètres sur 3. Et c'est là qu'il a écrit cette phrase terrible. Lorsque l'être humain regarde au fond de lui-même, ce dont il a le plus peur, ce n'est pas de son obscurité, mais c'est de sa propre lumière. Alors il a passé ses 17-20 ans en prison pour ses opinions politiques, sociales. Et lorsqu'il est sorti de prison, il a serré la main à celui qui l'avait condamné et mis en geôle et lui a dit « Nous allons travailler ensemble ». Notre vie se compose d'actions libres et d'actions non libres, donc on n'est jamais tout à fait libre, ni jamais tout à fait non libre. C'est un chemin, la liberté. Mais il est impossible d'avoir un concept de l'être humain tant qu'on ne pose pas la liberté de l'esprit comme le degré suprême de son épanouissement. Nous ne sommes véritablement des hommes que dans la mesure où nous sommes libres. Chers amis,
je vais terminer ce chapitre, ce très long chapitre, que je vous conseille de lire, de relire, de méditer, de contempler, c'est comme vous le voulez. Il y a beaucoup de choses. Toutes les 2 lignes, il y a de quoi méditer. J'espère vous avoir donné la nourriture qui vous aidera, comme le défricheur dans la brousse, à avancer dans la compréhension du livre. Ah, mes chers amis, à bientôt.